Bienvenue pour cette nouvelle table ronde consacrée donc à l'innovation et un sujet majeur, comment garder nos super cerveaux en France. Pour cela, la nouvelle agence de l'innovation va accélérer les procédures, faciliter la réalisation des essais cliniques, raccourcir les délais de mise sur le marché, et ce ne sont bien évidemment que quelques exemples. Nous allons voir comment va être impulsé ce véritable changement qui va donner aux entreprises les plus prometteuses les moyens et l'envie de rester dans notre pays. Et pour cela, je vous demande donc d'accueillir Lisa Alter. On l'applaudit. Philippe Combette. Bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Christophe Doua. Et Franck Molina. Bonjour messieurs. Et les échanges vont être animés donc par Guillaume Gralet, rédacteur en chef du service Tech et Sciences du Point. Guillaume, une nouvelle très belle table ronde sur l'innovation et cette question un petit peu récurrente de comment est-ce qu'on peut garder les super cerveaux en France. Oui, les garder, puis peut-être en attirer d'autres, on va en parler tout de suite. Merci beaucoup Hélène. Et effectivement, Bruno il nous a bien chauffé là, il nous a montré un peu quelles étaient ses priorités, comment on pouvait nous projeter dans un avenir à la fois proche mais le plus lointain possible. Et Lise, il vous a cité, Bruno, en disant elle dirige l'agence Innovation Santé, je crois que ça fait un peu moins d'1 an. Et vous avez à cœur, Lise, de faire parler des gens, des chercheurs, des entrepreneurs, des médecins qui peut-être se parlaient peut-être pas assez. Comment vous y prenez concrètement ? Vous avez fait un tour de France, je crois, au cours des derniers mois. Tout à fait. Alors, évidemment, c'est fondamental d'assurer cette synergie entre tous les acteurs de la recherche, du soin, les entrepreneurs, les industriels. C'est comme ça qu'on arrive finalement à l'objectif final qui est de développer ces innovations au service du patient et du système de santé. Et donc, concrètement, à travers France 2030, que Bruno Bonnel a cité, et les 7,5 milliards dédiés à la santé, il y a plus d'1 milliard d'euros qui sont dédiés à des politiques de sites ambitieuses, avec notamment des bioclusters, 5 bioclusters sur le territoire national, des instituts hospitalo-universitaires, 12 sur le territoire national, qui sont finalement au sein d'un même site, des structures qui permettent, sur le modèle de ce qui a été fait par exemple à Boston aux États-Unis, de connecter, de faire travailler ensemble au sein d'un même site ces chercheurs, ces médecins, ces entrepreneurs, ces industriels pour accélérer finalement le développement de ces projets extrêmement innovants en oncologie, en neurologie, dans l'immuno, en infectio. Et effectivement, au-delà de ces politiques de sites ambitieuses, à travers le Tour de France de l'innovation en santé qu'on a débuté il y a quelques mois maintenant, l'objectif pour nous, c'est vraiment d'aller au contact des innovateurs, mais aussi de toutes les structures qui les accompagnent, parce que pour garder nos innovateurs et nos chercheurs sur le territoire national, il faut les accompagner et permettre d'accélérer leurs projets pour développer et en faire des vrais champions français. Alors, je vais tout de suite donner la parole, merci beaucoup Lise, à Franck Molina, donc directeur de recherche au CNRS, comme l'a expliqué Hélène tout à l'heure. Vous êtes à la tête d'un laboratoire public-privé, CISDIAG, mais vous êtes aussi ambassadeur Medvalley. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que Medvalley ? Medvalley, en fait, ça vient répondre en écho avec les initiatives qui sont existantes aujourd'hui, mais c'est surtout développer et casser les silos des spécialistes qui travaillent chacun dans leur domaine, et donc dans le domaine de la santé globale. On savait avant la crise, et ça a été confirmé avec la crise, que la santé, c'est pas juste quand on est malade, c'est ce qu'on fait avant, c'est ce qu'on mange, etc. Et donc Medvalley, c'est centré sur 3 éléments, la santé en elle-même, mais aussi la nutrition et l'environnement, parce que tout ça est lié. Et avec comme façon de faire, de casser les silos. Alors les silos de spécialistes, puisque c'est extraordinairement interdisciplinaire. On fait travailler plusieurs filières de la région qui existent dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la santé, on l'a dit, mais aussi dans le domaine de la nutrition, où il y a énormément d'entreprises, de laboratoires, mais aussi de sociétés civiles, d'associatifs qui sont impliqués ensemble dans des projets, et ça c'est une première. On casse les silos aussi en termes de financement, parce que là c'est une initiative de la métropole mais fortement soutenue par la région et l'État, donc on a un alignement des planètes qui est vraiment très favorable. Et puis derrière on a cette communauté dont l'ADN c'est quand même l'innovation,
l'excellence. Donc ça, on le sait, ici, c'est une terre de santé depuis de nombreuses années, mais il y a aussi de l'excellence, énormément d'entreprises qui sont créées dans la région. Je crois que c'est le plus fort taux national de création d'entreprises, mais aussi sur la partie innovation et croiser les innovatrices et les innovateurs. Et pas seulement dans le domaine de la santé, mais tous ces innovateurs se croisent autour de sujets santé. Et enfin, le dernier point, c'est que ce qu'on aimerait réussir à faire, c'est quand même que les personnes qui vivent dans notre région, ici, bénéficient, soient un peu les bénéficiaires pionniers de toutes ces innovations, et que ce ne soient pas des innovations qui partent à l'autre bout du monde et dont on ne voit pas ce qu'on fait. Donc on veut qu'aujourd'hui, la société s'empare des innovations et même des sujets d'innovation de demain. Voilà. Non, c'est très bien. D'ailleurs, c'est ce que l'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un peu le paradoxe, mais qui peut même s'ériger en modèle. Moi, je trouve ça assez admirable. C'est-à-dire qu'ici, on a à la fois un taux de pauvreté quand même assez fort, et en même temps un taux de création d'entreprises extrêmement fort. Comment vous expliquez cela et comment on peut encourager encore plus la création d'entreprises ? Alors, c'est un peu l'histoire aussi du territoire. Il n'y a pas de grande entreprise ici sur le territoire, et c'est ce qui nous caractérise. Et le territoire, depuis longtemps, avec un certain nombre de décideurs locaux, a compris que si on voulait se donner autre chose que le tourisme, qui est quand même une des premières économies de la région, et qui donc est un atout, mais qu'on souhaite ne pas être l'atout numéro 1, il est déjà très fort. Donc on va essayer d'avoir un atout devant, et c'est le côté innovation. Et c'est une terre d'innovation historique, j'ai envie de dire, et on essaye de bénéficier de ça et de mettre les acteurs dessus. Mais pour donner un exemple très concret de ce que ça veut dire Med-Vallée, il y a énormément de projets ici dans le domaine médicaux, notamment dans la polyarthrite, etc., et toutes les maladies auto-immunes, et avec des mises en commun au travers de l'université de gens très différents. Mais pour donner un exemple concret de la vie quotidienne, en ce moment, on est en pleine Coupe du Monde de rugby. La commotion cérébrale des sportifs, c'est un sujet majeur qui intéresse pas seulement les professionnels, mais aussi les enfants le dimanche matin. Il n'y a pas de médecin au bord du... Eh bien là, il y a des communautés ensemble qui se sont mises, d'industriels, de partenaires, la FIFA, la Fédération française de rugby, mais les clubs, les universitaires, les chercheurs, les entreprises, l'IA, il y a de l'IA et de la santé, pour aller faire des systèmes qui vont détecter très tôt les commotions cérébrales dans le domaine du sport, le hand, le rugby, etc., et mettre en sécurité les joueurs dans leur pratique et pas juste quitter un sport parce qu'il est dangereux. Voilà. On joue tous ensemble, quoi. On joue groupé. Alors justement, l'université, on en parlait tout à l'heure. Philippe Combette, donc vous êtes vice-président de l'Université de Montpellier, en charge des partenariats, de l'innovation. Et ce qui est très intéressant, c'est que là aussi, on joue groupé, c'est-à-dire que de plus en plus, les chercheurs publient avec l'université, alors à travers les différentes plateformes de publication. Ça a vraiment marqué, ça montre un peu l'attractivité. On le voit dans les classements internationaux, c'est ça ? Exactement. En fait, tu l'as rappelé, Franck, Montpellier est une terre d'innovation, Montpellier est une terre de croisement. Il y a 800 ans, nous avions la création de la première faculté au monde, et c'est la faculté de médecine de Montpellier. C'est également en 1289, donc si vous regardez au-dessus de vous l'année de la création, 1888, donc 600 ans avant la création de l'Université de Montpellier. C'est une vieille dame, mais c'est une vieille dame qui est très très forte, qui est très très agile et qui a compris qu'elle devait s'appuyer sur l'innovation. Depuis quelques années, nous avions comme objectif de rassembler l'ensemble des organismes de recherche, des établissements de santé, de l'université autour d'une même bannière. Nous avions candidaté plusieurs fois à ce qu'on appelle l'IDEX. On ne l'a pas obtenu, mais par contre, on a obtenu un ICIT. Et cet ICIT nous a permis de pérenniser un collectif. On retrouve pas moins d'une quinzaine d'organismes de recherche, d'établissements qui sont réunis sous une même bannière. Cette même bannière, c'est l'Université de Montpellier développée comme une marque qui se décline comme Med-Vallée, puisque Med-Vallée a réutilisé les 3 piliers de l'Université de Montpellier, soigner, nourrir et protéger, pour faire en sorte que Montpellier soit un pôle mondial de santé globale. Et ce collectif nous a permis très rapidement, grâce à un accord, une entente stratégique entre l'ensemble des acteurs de l'innovation, de s'associer et de mettre en place une seule charte de signature, Université de Montpellier, /CNRS, /INSERM, pour pouvoir être leader au niveau national et gagner dans les classements de Shanghai. L'Université de Montpellier, 3e au classement de Shanghai en écologie. Grâce à cet élan collectif, nous sommes passés de rang, on va dire, non entendable à dans les 10 premières universités françaises en termes de recherche intensive. Et l'une des premières universités
française en termes d'innovation. Donc ça, c'est important d'être visible dans le monde pour retenir, pour attirer. Vous voyez déjà les résultats de cette plus forte visibilité ou c'est encore un peu tôt? Alors, en même temps que nous avions eu Alignons des planètes sur soigner, nourrir et protéger, le gouvernement a la très bonne idée de mettre en place ces pôles universitaires d'innovation. Nous savons que les objectifs qui sont mis sur les pôles universitaires d'innovation ne seront atteints que si on va chercher de l'exogène. C'est-à-dire qu'on va mettre en place au niveau du territoire montpelliérain tout un ensemble d'actions, tout un ensemble d'outils qui vont permettre d'accueillir sur site un ensemble d'innovateurs, d'innovatrices, des entreprises qui sont dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de la deep tech. On est soutenu par BPI France. Il y a tout vraiment un consortium d'acteurs publics, privés, États, régions, métropoles qui s'associent pour faire en sorte que Montpellier continue à être leader dans le domaine de l'innovation. Et puis on verra peut-être aussi la simplification de certaines mesures comme le French Tech Visa, etc. À l'avenir. Alors, ce côté exogène, Christophe, j'ai envie de vous demander parce que vous êtes cofondateur de Made in Cell, donc ça fonctionne très bien. Vous allez nous expliquer ce que c'est que Made in Cell, mais surtout vous avez vécu au Canada, enfin vous avez vécu pas mal à l'étranger. Le côté attirer les talents, comment ça peut se faire et comment vous le faites, vous, chez Made in Cell? Donc je vais peut-être d'abord commencer par Bien expliquer ce qu'est Made in Cell. Made in Cell, c'est une société qui est à Jacou, dans la banlieue de Montpellier. On était 6 en 2010, on est 150 aujourd'hui. Et sur les 150, on a 28 nationalités, tous actionnaires. D'accord ? Donc on fait ce qu'on appelle des injectables longue action. Donc on transforme la prise de comprimés en une petite injection qui va faire une toute petite boule sous la peau. Et en se résorbant, cette boule va libérer un médicament pendant des durées très longues, parfois 1 mois, mais même parfois 6 mois, et puis disparaître jusqu'à la nouvelle injection. Donc ça permet de pallier à un des problèmes majeurs de la santé, d'ailleurs c'est la priorité de l'OMS, c'est le manque d'observance des médicaments. Un patient sur 2 ne prend pas son traitement. Et dans les pathologies où les conséquences du manque d'observance sont graves, comme la schizophrénie, la douleur, la contraception, notre technologie a une énorme valeur ajoutée. Alors, cette année est une année spéciale pour Made in Cell parce que le 28 avril dernier, le premier produit qui utilise notre technologie a été approuvé aux États-Unis et on peut prétendre être la première biotech française à avoir un produit qui peut atteindre le $1 milliard aux États-Unis, à être approuvé par l'agence réglementaire américaine. Alors, pour expliquer donc, comment est-ce que Made in Cell garde ses cerveaux. Mais en fait, on a fait plus que garder nos cerveaux à Made in Cell parce qu'on attire des cerveaux du monde entier. Donc, on a 25 nationalités. Mon Chief Medical Officer est un Américain de Philadelphie. Mon patron de l'IT, c'est un Californien. Dans le de l'équipe de business développement, j'ai un Japonais, une Australienne. J'ai des gens du Soudan, du Maroc, de l'Irlande, d'Angleterre, 28 nationalités. Et en fait, donc Made in Cell, je dis toujours que les belles sociétés ont 2 choses. Ont 2 choses, des valeurs, une mission, un objectif et des valeurs. Et pour les nouvelles générations, et pour certains d'entre nous, les plus vieux aussi, c'est très important d'avoir du sens et une mission dans ce qu'on fait. Et la mission de Made in Cell, c'était de s'assurer que notre technologie puisse être déployée pour toutes les populations du monde et partout où elle pouvait faire une différence, pas uniquement pour les pays riches. Et on travaille dans des projets humanitaires très ambitieux, soutenus par la fondation Bill Gates, dans la contraception, dans la malaria et d'autres. Donc ça, c'est le premier point. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent du sens dans leur profession, dans ce qu'ils veulent faire. Deuxièmement, on a souhaité créer un environnement dans lequel les gens soient épanouis, puissent se transcender. Et donc avec des valeurs très fortes, de transparence, d'être direct, de confiance. Et ces valeurs, je les explique moi-même à chaque nouvel employé qui nous rejoint pour que l'ADN de la société persiste. Et on crée aussi un environnement dans lequel on a 60% de femmes à Made in Cell. Toutes sont assurées, quand elles auront un bébé, d'avoir une place dans des crèches qu'on sponsorise aux alentours de Jacou. Et je provoque parfois en disant que je voudrais que tous nos collaborateurs soient dans le même état d'esprit que s'ils étaient prêts à payer pour venir travailler. C'est un bon concept, ça. Et c'est ça la clé. Ensuite, troisième volet,
c'est le développement personnel. Pour garder les gens, il faut leur proposer de la croissance, du développement. C'est les fameuses courbes de flow du fameux psychologue de l'Université de Chicago, Mihaly, avec un nom imprononçable de l'Europe de l'Est. Et ça, comme on est une société en croissance, on peut le faire parce que ça permet de libérer des postes et des fonctions de plus en plus ambitieuses. Et puis, on est aussi dans un environnement où on a plus d'une centaine de PhD, médecins, pharmaciens, polyméristes. Et les gens ont besoin de cet écosystème. On a probablement dans notre technologie une des plus grandes densités dans le monde de cerveau. Et quatrième point, il fallait que le modèle d'entreprise aussi soit adapté et cohérent avec tout ce que je viens de dire. Et à Medincell, tous nos collaborateurs sont actionnaires, et actionnaires de façon significative. Et là, ça change tout, puisque... Sans dévoiler de secret, ils ont combien au total? Enfin, combien de parts? Alors, pourcentage? Aujourd'hui, les collaborateurs existant encore à peu près 7-8% du capital, mais les anciens collaborateurs, fondateurs, cofondateurs, en tout, c'est 40%. Donc, à l'introduction en bourse, parce qu'on est coté sur Euronext en 2018, on a eu une trentaine de personnes qui sont devenues demi-millionnaires à Medincell. Mais ça, c'est pas le principal. C'est le partage de la valeur. C'est un modèle, j'appelle ça parfois la coopérative des temps modernes. C'est pas, on reste fermement capitaliste. C'est pas une voix, une personne. C'est une voix, une action, ce qui est différent. Mais ça change tout parce que les gens, tout d'un coup, on les fait passer d'un statut d'employé à un statut d'associé. Voilà. Et puis, cinquième point, évidemment, c'est la région, Montpellier, avec une énorme densité de matières grises, et puis des atouts que je ne vais pas énoncer, mais qu'on connaît tous, qui nous permet aussi d'attirer des gens de l'international. Comme on est dans une compétition internationale, vous êtes en concurrence, si j'ose dire, avec qui, Christophe? C'est quoi les zones qui attirent beaucoup les cerveaux dans le domaine de la santé, mais également dans le domaine de l'informatique, puisque ça se croise de plus en plus? Alors, dans la santé, évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis, notamment à Boston, sur la côte ouest, San Diego. D'ailleurs, le fondateur de Medincell qui avait repris le contrôle était issu de Scripps à San Diego et de la Californie. Donc, en fait, Medincell, c'est une société qui est à Jacou, mais c'est une société qui, dans ses gènes, est internationale. Moi, j'ai passé les 15 premières années de ma vie professionnelle aux États-Unis, dans l'Ouest canadien. Et donc, on a voulu que la société soit à l'image du monde, parce que notre terrain de jeu, c'est le monde. Et on voulait bénéficier de cette richesse qu'apportent les cultures. Et quand on met des gens de cultures différentes, des scientifiques dans le même endroit, ça casse toutes nos barrières intellectuelles qui peuvent brider l'innovation. Pour justement faire la différence, alors on voit qu'on est plus visible, on voit que vous allez vraiment dans les territoires, c'est important de faire connaître toutes les nouvelles initiatives. En tant que directeur de recherche au CNRS, Franck, c'est faciliter les croisements entre la recherche et la création d'entreprises, ça peut aider, ça? Oui, il a fallu inventer des nouvelles structures. Je ne vous le cache pas, au début c'était difficile. Aujourd'hui, c'est un peu plus le vent en poupe, mais on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de casser les structures, pas pour les casser, pour les adapter aux besoins. Le besoin aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire travailler des gens qui viennent soit de disciplines différentes, soit de cultures différentes. Et pour moi, c'est presque comme une autre discipline. Le privé et le public, ils font quelquefois, souvent je leur dis, ils utilisent la même pipette. Nous, j'ai les mêmes dans le labo. Ils sont d'ailleurs, il n'y a pas d'équipe privée, il n'y a pas d'équipe publique, ils sont mélangés. Ils utilisent la même pipette, la même centrifugeuse. Mais par contre, ils se posent la question différemment, les enjeux sont différents et les facteurs de succès sont différents. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire à l'époque, et maintenant ça s'est décliné en France et à l'étranger sous d'autres formes, et c'était déjà il y a quelques temps, c'est d'essayer de créer un système qui permette d'avoir des facteurs de succès communs entre le privé et le public. Tous les projets ne le permettent pas. Mais il y a des projets en santé en particulier, où tu me confirmeras peut-être Christophe, mais on ne peut pas partir de choses toutes prêtes sur étagère. Ça arrive quelquefois en période de crise, on fait ça. Mais quelquefois, il y a des disruptions sur le plan de la connaissance, et ça, c'est en général le métier du CNRS, de l'INSERM, de l'IRD, etc., mais qui met beaucoup de temps ensuite à être transformé en produit. Nous, on veut réduire tout ça. Ce sont les mêmes cerveaux, les mêmes personnes. Et donc, on a les mêmes personnes qui sont, depuis les idées, avec des fois des moitiés de cerveau un peu chercheurs, et puis qui sont dans la réunion d'après sur l'implémentation, produit, preuve de concept, validation clinique, mise sur le marché. Business. J'ai pas peur de dire le mot business. Parce que, concrètement, moi, ce qu'on a compris depuis maintenant assez longtemps, c'est que si on veut que les patients
que notre grand-mère bénéficie d'une innovation en santé mentale. Par exemple, à Montpellier, il y a des innovations de premier niveau dans le monde en santé mentale. Toi, tu es aussi en psy pour la partie médicament. Nous, on est aussi en diagnostic. Et ce sont des innovations montpelliéraines qui vont sur le marché mondial. Eh bien, pour que nos grands-mères, ici à Montpellier ou ailleurs, en bénéficient, il faut passer par des étapes qui sont pas que l'invention, l'innovation. C'est aussi la transformation en produit et aussi en produit rentable, business, compétitif. Parce qu'en Asie, on ne va pas nous attendre. Et donc, c'est cet enjeu-là culturel qu'il faut faire. Et après, j'arrêterai là-dessus sur les cerveaux, mais c'est extrêmement important parce que nos jeunes, ils viennent, parce que les sujets qu'on aborde sont des sujets qui leur parlent. Il y a des sujets qui ne font pas rêver. Alors, concrètement, il faut faire un peu preuve d'imagination quand on est manager pour faire des sujets qui font rêver les jeunes. Et les gens nous appellent dans le monde, ils nous envoient leur CV pour bosser sur des sujets sympas. Et au passage, ils travailleront aussi sur les sujets qui piquent, mais ça, ils ne savent pas encore quand ils arrivent. Pour les rendre sexy. Christophe ? Oui, enfin, c'est vraiment ça. Je crois que les liens avec le système d'université est nécessaire. Un Médincel est issu du laboratoire CRBA de la fac de pharmacie, CNRS de Montpellier, professeur Michel Vert, qui était une sommité mondiale dans son domaine. Il y a 3 nœuds de savoir dans notre domaine essentiel, c'est en Hollande, au MIT et Montpellier. Et Michel vient encore toutes les semaines à Médincel et on a des liens très forts et ce lien est essentiel et va dans les deux sens. Dans nos valeurs, on a innovation, mais innovation with a purpose. Donc on n'est pas là pour juste à Médincel faire de la science, on est là pour faire de la science pour traiter un patient. Mais par contre, pour le long du chemin, on a besoin de technologies, d'apports et de gens qui sont pointus dans ce domaine. Et à Médincel, on a un gros groupe de recherche d'une 20aine de personnes, mais qui se nourrit de recherche académique avec des gens qui sont ultra pointus dans leur secteur, qui peuvent aller du data mining. On a des collaborations à Montpellier dans le data mining, l'intelligence artificielle, pour accélérer nos développements, mais dans les polymères aussi, ou à Bordeaux et d'autres universités internationales. Oui, ça fait partie de la mission. Et puis, j'aime beaucoup ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on s'appuie beaucoup sur la science fondamentale. C'est ce qu'a dit récemment, alors dans un tout autre domaine, celui de la physique et du quantique, Alain Aspect. Il a dit les inventeurs de l'ordinateur, c'était pas uniquement les petits gars dans un garage. C'est-à-dire on s'est appuyé sur des dizaines d'années de recherche fondamentale des grands physiciens du début du siècle pour mettre au point le transistor. Et donc l'ordinateur, justement, à l'université, Philippe, comment vous faites pour... plus de croisements. Allez-y. Je pense qu'on touche à une problématique, celle de l'acculturation du monde académique à ce qu'est l'innovation. On pense innovation, et Bruno Bonnel le rappelait, plutôt en recherche et développement. Or, ce que nous, de plus en plus, on pense, c'est vraiment l'aspect market pool. Est-ce que ce que je fais dans mon labo est en lien direct avec un enjeu sociétal? Et pas, est-ce que ce que je fais dans mon labo, c'est très bien, mais à quoi ça va servir? Donc il y a une vraie acculturation du monde académique à ce qu'est aujourd'hui l'innovation. Il y a quand même un problème, c'est que quand on fait le calcul en moyenne, combien il y a d'innovateurs dans les laboratoires en termes de pourcentage, on se dit, un laboratoire sur Montpellier, et on peut étendre ça à l'échelle nationale, si on dépasse 15%, c'est-à-dire 15% de la masse RH d'un laboratoire innove. Le problématique, ce sont toujours les mêmes qui innovent et ce sont toujours des gens qui ont un certain âge. Pourquoi ? Parce que c'est-à-dire quel âge ? À partir de 40-45 ans. Pourquoi ? Parce que la carrière académique est faite. Tant que les communautés académiques ne prendront pas en compte le caractère fondamental de l'application d'une innovation, c'est-à-dire que ma recherche, elle sert et c'est visible à quoi elle sert, on n'y arrivera pas. Et il y a quand même des enjeux qui sont colossaux. Et le gouvernement met beaucoup d'argent sur la table. Bruno Bonnel le rappelait, il y a certains appels à projets qui font flop. Il n'y a aucune candidature. Pourquoi ? Le terme innovation apparaît avec des enjeux de market pool, de time to market, et ça peut être relativement problématique. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire prendre conscience aux communautés scientifiques qu'on doit, dès le début de la carrière d'un scientifique, prendre en compte la valorisation de la recherche. Je discutais avec le ministre Lekeland, le ministre de la Recherche australien. Il me disait, on ne comprend pas pourquoi en France, il y a cette philosophie de dire, je vais aller l'innovation, l'entreprise, c'est pas propre.
Ça a changé quand même. Oui, tu as raison, mais là c'était pré-Covid quand même, parce que parce que ça a quand même beaucoup changé. Tu as raison, ça persiste. Mais je le constate et j'ai les chiffres à l'appui. On a un enjeu au niveau du pays à acculturer les scientifiques à ce qu'est l'innovation. Et c'est ce que nous, on va faire, c'est ce que l'ensemble des pôles universitaires vont faire. Il y a une vraie acculturation pour faire en sorte qu'on ait plus d'innovatrices, d'innovateurs. Lise, sur ce sujet, je vous vois approuver. Oui, ça nous parle tout à fait. Et d'ailleurs, c'est dans cet esprit qu'a été créée l'Agence de l'innovation en santé pour amorcer ce changement et cette adaptation du cadre finalement, qu'il soit réglementaire, juridique, organisationnel et culturel aussi, pour favoriser effectivement ce développement des innovations. Et d'ailleurs, quand on regarde certains médecins, même aux États-Unis, au MIT, etc., ils doivent, pour avoir une carrière extrêmement ambitieuse, être innovateur et être entrepreneur. En France, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était le contraire. Il fallait justifier pourquoi on allait être entrepreneur. Et les choses sont vraiment en train de sont vraiment en train de changer. Alors évidemment, l'état d'esprit et la culture, c'est des éléments qui prennent un peu de temps à faire évoluer, notamment au niveau de l'administration et au niveau des agences réglementaires. Et c'est aussi ça qu'on a vocation à changer, ce cadre, qu'il soit effectivement même réglementaire ou organisationnel. Et de toute façon, aujourd'hui, on doit bien prendre conscience que c'est à travers l'innovation, au-delà même des enjeux humains, que la transformation du système de santé va se faire. C'est un levier majeur, y compris sur les domaines que vous mentionniez dans la santé mentale, et ça j'insiste dessus parce que c'est vraiment très important, la contribution de l'innovation à faire du diagnostic plus précoce, y compris en matière de psychiatrie, dans un contexte où on voit bien que l'accès aux soins est très complexe et on ne peut plus comparer à une prise en charge idéale. Allez-y, Franck, non peut-être. Bon, juste pour dire que c'est intéressant ce que tu dis sur l'âge, parce que nous, on observe des choses différentes. C'est sur ce critère comme on est un labo privé-public, on a beaucoup d'innovations par personne, j'ai envie de dire, donc pas les mêmes chiffres que toi, mais j'ai conscience que c'est long de changer ça. Mais nous, les jeunes, nous envoient des CV en disant « parce que vous faites de l'innovation, je viens ». Des étrangers qui viennent, on parlait d'attractivité, des Français ou des étrangers qui viennent, et des très bons, qui viennent de leur promo, là, etc. Ils disent « j'ai une bourse, je viens bosser chez vous parce que vous travaillez sur un sujet qui me parle ». Alors ça, c'est le côté marketing de la santé. J'ai pas peur d'utiliser des gros mots. Marketing de la santé, c'est des sujets qui leur parlent, mais surtout, ils savent qu'ils vont faire des brevets et qu'ils vont faire des choses d'innovation. Donc ça peut être un critère d'attractivité puisqu'on parle de ça aujourd'hui. Christophe. Ouais, la discussion est passionnante et moi, j'ai un gros background scientifique aussi, mais... Et l'innovation, c'est tellement motivant, je trouve, de découvrir des choses. Mais ce qui est encore plus excitant, plus motivant, c'est d'arriver à le transformer dans l'impact. Et ça, pour le transformer en impact et pour que l'impact soit sustainable, il faut passer par le business. Il faut que ça soit sustainable. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à Medincell. C'est vraiment... Et c'est ça qui attire nos collaborateurs, c'est cet impact. Je prends notre premier produit, c'est la schizophrénie. Ça pourrait être un traitement de référence. La schizophrénie, c'est 1% de la population. C'est le cauchemar de tous les maires de toutes les villes de France et du monde. C'est 1% de la population. C'est responsable de 20% des lits d'hôpitaux aux États-Unis. Et on peut avoir un impact sociétal majeur, non seulement sur la maladie, mais sur les coûts de santé aussi. Sur la contraception, on va proposer aux femmes dans le monde entier, avec la Fondation Gates, un moyen de contrôler, de réduire la mortalité infantile de la femme dans les cas d'avortement compliqués. Dans la douleur, pareil. Et c'est tellement passionnant d'arriver à transformer l'essai, à transformer cette innovation en impact. Oui, et puis le véritable enjeu, vous me direz si je me trompe, c'est de garder le meilleur des deux, c'est-à-dire à la fois l'appétit des sciences fondamentales, parce que c'est ça qui va permettre d'avoir même quand ça prend du temps, et puis effectivement l'entreprise. Je crois qu'Hélène avait une question, mais... Oui, en écoutant vos échanges qui sont vraiment passionnants, je me demandais par exemple, Lise Alter, où était la place des patients, parce qu'on parle aussi de beaucoup de patients experts, de patients partenaires. Ils peuvent aussi être très au fait des innovations et de ce qui se passe à l'étranger. Donc voilà, c'était ma question par rapport aussi peut-être à l'acculturation, à l'innovation. Bien sûr, mais cet enjeu d'amorcer un changement culturel, il est valable aussi pour les patients. Et c'est aussi un enjeu qu'on a, évidemment, et on a déjà cette interface d'échange avec les patients qui sont des parties prenantes qu'on consulte évidemment pour nous aider à évaluer notamment l'impact et
quel va être le besoin et l'usage. Parce que je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, aujourd'hui, une innovation, elle doit naître d'un besoin réel. Et c'est comme ça qu'on va arriver ensuite à avoir le meilleur impact. Donc effectivement, les patients, il y a un enjeu, je pense, à avoir une vraie expression du besoin, et ça c'est fondamental, et également aussi besoin peut-être de les rassurer aussi sur ce que vont être les innovations, parce qu'aujourd'hui il y a cet enjeu qu'il ne faut pas oublier, c'est cette notion en particulier dans le domaine de la santé, de sécurité pour le patient. Quand on dit innovation, il y a aussi cette notion de prise de risque, de présomption d'innovation avant de la démontrer formellement. C'est pour ça que tout le cadre et tout ce qui doit être mis en place doit être le plus adapté possible pour favoriser un accès rapide auprès des patients, mais dans un cadre bien adapté. Et quand je dis adapté, ça veut dire ni trop, ni pas assez, mais en capitalisant aussi sur la donnée. Et c'est pour ça que les travaux à l'heure actuelle sur la capacité à mobiliser des données de vraie vie, observationnelles, en temps réel, pour pouvoir capter dès que possible les signaux faibles, ça c'est extrêmement important, y compris dans le développement des produits de santé. Aujourd'hui, on a avec la modélisation d'intelligence artificielle, des bras synthétiques, une capacité à accélérer les développements cliniques, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, pour mettre un médicament sur le marché, il faut 20 ans. Donc les médicaments qui sont aujourd'hui accessibles, ils sont issus de la recherche d'il y a 20 ans. Donc ce décalage aujourd'hui, il est complètement en inadéquation avec la rapidité avec laquelle les innovations se développent. Donc c'est toute la difficulté à laquelle on est confronté en tant qu'agence de l'innovation, c'est accélérer tout ce qui peut l'être, simplifier tous les process en garantissant un cadre qui permette la sécurité du patient. Philippe, allez-y. Oui, je voulais intervenir justement sur cette partie-là. On a également la chance à Montpellier de disposer d'un ensemble de CHU avec lesquels l'université a un fort partenariat, avec lequel nous avons décroché des très beaux projets, notamment Excellence avec Exposum, le rôle de l'impact de l'exposome sur la santé humaine. Nous avons l'école de santé numérique, et tout ça se fait naturellement en lien avec les cohortes de patients qui sont participants à l'effort de la recherche académique, avec de suite des retombées immédiates et des time to market réduits. Et ça, c'est important d'avoir également ces fameux même l'existence de tiers-lieux au sein des CHU qui sont remarquables et qui ont été mis en place, encore une fois, cette année. Merci beaucoup. On va bientôt ouvrir, bien sûr, les questions à toute la salle. Ouais. Mais Franck, sur le sujet. Je réagissais parce que Medvalley, le fil rouge, c'est le patient. Et j'y vais même plus loin, je vais le nommer autrement, c'est les personnes. Parce qu'avant d'être malade, on est une personne. Et la santé, ça commence avant d'être malade. Alors je réinsiste là-dessus, mais Medvalley, c'est vraiment ça, c'est mettre l'innovation, les sachants, en gros, les universitaires, les chercheurs, les techniciens, mais là aussi les entreprises qui vont transformer ça, comme on l'a dit, jusqu'à quelque chose d'utilisable qui va répondre. Mais ils sont à la fois au début dans l'expression d'un besoin, parce que c'est quand même la société qui exprime les besoins, même s'il y a des dispositifs de financement qui sont là quand même pour répondre à des besoins, vous me dites si je dis des bêtises, mais à des besoins sociétaux quand même. Et derrière, ils sont aussi au bout de la chaîne, où ce sont eux qui doivent être les premiers bénéficiaires. Mais on voudrait aussi les intégrer au milieu de la chaîne, c'est-à-dire dans les prises de décision, y compris les micro-prises de décision. Je ne vais pas les décliner, mais il y a beaucoup d'initiatives. Donc Medvalley, c'est casser le silo aussi entre les experts, je vais le dire comme ça, qui sont un peu représentés, désolé, un peu par des gens comme nous, qui sont dans le métier, mais aussi les gens, les personnes qui en bénéficient, qui avant d'être malades vont faire du sport, vont manger peut-être mieux ou moins bien, vont envie de prendre des risques avec la nourriture parce que ça leur fait plaisir, et puis faire attention au quotidien, etc. Ça, c'est un peu l'essence de Medvalley, c'est l'innovation au service du, entre guillemets, je vais dire, utiliser un mot qui est peut-être un gros mot ici, mais du bien-être des populations. Pardon, c'est un peu générique, mais c'est vraiment ça qu'on voudrait intégrer dans ce terme de santé globale. Voilà. Merci beaucoup. Vous vouliez réagir? Non, c'est bon. Non. En cohérence parfaite avec Parfait. Franck. On est tous d'accord. On va essayer quand même de recréer un débat. Est-ce que on ouvre déjà les questions au public, Hélène? On peut, ouais. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions ou des témoignages sur ce sujet qui est effectivement majeur. En attendant, je vous en pose une. En attendant, on a parlé justement de l'écosystème de Boston, de l'Ouest américain. Est-ce que vous travaillez avec en collaboration? Moi, ça m'avait marqué quand j'avais visité le Ternion en Israël, justement, de voir des professeurs comme Dan Shechtman, qui est à la fois un grand professeur et puis en même temps entrepreneur. Est-ce que vous bossez avec des instituts ou des entreprises à l'étranger pour vous inspirer? Montpellier, terre d'accueil, terre d'asile, terre d'innovation, c'est également une terre qui a beaucoup de partenariats avec l'Afrique. Et à travers justement la représentation des organismes qui sont dédiés
au développement dans ces pays africains, on a mis en place des actions d'idéation vers 3 pays, Sénégal, Côte d'Ivoire et Kenya, avec justement de la détection de quels sont les besoins des populations locales. Et on retombe sur des questions qui sont peut-être même en avance de ce qu'on pourrait nous connaître dans quelques années avec le réchauffement climatique, donc qui touche à finalement les soigner, nourrir et protéger. Et ces actions-là, ce sont des entreprises qui sont locales, qui viennent sur Montpellier, des entreprises montpelliéraines qui vont sur le territoire. Et tout ça, ça crée un écosystème, ça crée du lien, ça crée du liant. Ça fait en sorte que effectivement Montpellier rayonne à travers la notion d'innovation. Et peut-être mentionner qu'à travers France 2030, on a un dispositif qui s'appelle la French Tech 2030, où on a plus de 100 lauréats qui ont été sélectionnés donc, dans toutes les grandes orientations stratégiques, et en particulier dans la santé, les biomédicaments, la bioproduction, les maladies infectieuses émergentes, le numérique et le dispositif médical. Et ces entreprises-là, à travers tous nos partenaires, notamment Business France, notamment la French Healthcare Association, etc., on les aide aussi à l'export et on les aide aussi à se diffuser à l'international. Et c'est effectivement un enjeu majeur pour justement attirer et conserver nos champions français, leur donner aussi cette perspective de passage à l'échelle au niveau international. Être plus visible, quoi. Allez-y. Je rajoute également, parce que je l'ai oublié, mais c'est très très important, on a la présence du CGIAR sur Montpellier, qui est un organisme... Ce qui veut dire, pardon ? Alors, organisme mondial lié à l'alimentation. D'accord. En gros, c'est un organisme mondial qui va faire de la recherche avec des groupes de recherche disséminés sur l'ensemble de la planète. Et on a le siège qui va être implanté sur Montpellier et le hub des hubs de l'innovation avec un fort partenariat, une forte dynamisme apporté par la Montpellier Métropole, qui fait que ce qu'on va développer sur Montpellier en termes d'innovation va être répliqué sur l'ensemble des hubs qui sont présents sur l'ensemble de la planète. Et ça, c'est une grande force de Montpellier, le lien avec les Sud au sens large. Merci beaucoup. Très, très court. En fait, il faut vraiment qu'on arrive à accommoder deux choses. C'est à la fois les enjeux, on n'en a pas trop parlé ici, mais de souveraineté nationale. Dans le domaine de la santé, on a vu que c'était quand même des enjeux sur lesquels il y avait un peu de travail. Mais donc on a ça d'un côté. Et puis de l'autre côté, c'est le rayonnement mondial. Notre marché, il n'est pas montpelliérain, il n'est pas régional, il n'est pas national, c'est le monde. C'est-à-dire que la plus petite innovation, même moyenne, son marché, c'est le monde ou rien. Et donc, on a cette nécessité de rayonnement à l'international pour la partie de développement de nos produits, avec quelques endroits phares quand même. L'Afrique, pour nous, c'est pareil. Et puis, c'est des terres d'innovation et de continuité de l'innovation, avec des innovations qui, quelquefois, vont plus vite à se propager en Afrique et nous reviennent comme des innovations disruptives en Europe, pour plein de raisons. Voilà. Mais il y a ça, et puis c'est une façon, finalement, en rayonnant à l'étranger, de faire aussi de l'attractivité du territoire. Donc, en fait, en arrivant dans cette même équation à soutenir la souveraineté nationale, on n'a pas parlé de protectionnisme, on est souveraineté nationale, mais de façon ouverte, en rayonnant à l'étranger, ça nous fait de l'attractivité. Donc on voit qu'il y a quand même un mécanisme un peu fin à faire, mais c'est extrêmement fructueux quand on arrive à le mettre en place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas de questions ? Moi, pardon ? Alors, n'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. Oui, on vous écoute, pardon. Merci pour le témoignage d'entreprises différentes. J'ai l'impression d'entendre la petite contradiction. Vous êtes en train de dire que la grand-mère d'ici devrait pouvoir avoir accès à certains soins et on quand même fait souvent en avant les modèles américains où on connaît que ça dépend beaucoup du portefeuille qu'on a pour pouvoir payer les soins. Et je me demande, avec toute l'initiative avec Business, je pense qu'on va bientôt être en tournée que les gens de HEC avec Bac plus 5 très nobles, mais qui va faire Bac plus 8 pour faire les recherches en sachant que le salaire au CIRAD avec Bac plus 8 est 1 700 €. Donc je pense qu'on parle de il faut mettre ensemble, il faut que... j'ai fait la thèse à Oxford, j'ai fait le postdoc ici à l'IGH, j'ai plein d'amis qui ont changé les métiers parce qu'après le 12e postdoc, ils n'ont pas un salaire pour payer le prêt immobilier à Montpellier. Lily, merci beaucoup, madame. Pour votre sur le salaire des témoignage. chercheurs. Ouais. Vous avez entièrement raison sur l'enjeu, parce que tout ça est un continuum, donc on a vraiment intérêt à mettre des moyens très important sur la recherche amont, et c'est ce que le plan France 2030 a vocation à faire, hein. Et notamment dans ce contexte, on lance cette année un dispositif qui s'appelle les chaires d'excellence en biologie santé, et c'est 80 millions d'euros sur 5 ans qui vont financer des projets de recherche pour des chercheurs français pour leur donner envie de rester en France et surtout
leur donner les moyens de développer leur recherche avec des financements qui vont être autour de plusieurs millions d'euros par projet, que ça peut aller jusqu'à 5 millions d'euros par projet, et aussi donner envie à nos chercheurs qui ont pu s'expatrier de revenir en France, ou à des chercheurs étrangers de venir sur le territoire national. Donc évidemment, on a bien conscience de ce contexte, et c'est vrai que d'autres pays européens ont pu mettre plus de moyens dans la recherche amont. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience au niveau national, et les choses, en tout cas, vraiment, le plan France 2030 contribue à changer la vapeur, à changer ce contexte-là. Et par ailleurs, juste un dernier point sur le fait que l'innovation pourrait rendre plus difficile l'accès aux innovations concrètement pour nos citoyens. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même en France un vrai atout qui est tous nos dispositifs d'accès dérogatoire à l'innovation, notamment sur le médicament, un dispositif d'accès précoce qui concerne plus de 150 médicaments tous les ans. Je pense notamment au Trodelvy dans le cancer du sein triple négatif, qui a quand même été le premier. La France a été le premier pays qui a pu permettre aux patientes françaises de disposer de cette innovation. Donc on a quand même un certain nombre d'atouts, mais je pense qu'on a aussi un travers en France, c'est qu'on n'est pas assez positif sur ce qui marche bien. Et je pense qu'on a un enjeu aussi à le dire, parce que les investisseurs ne viendront pas si on est tout le temps dans cette espèce de travers à voir que le verre à moitié vide. Et peut-être qu'on ne communique pas assez, ça faisait partie de mes questions, mais voilà, comment est-ce qu'on sait tout ce qui se passe, particulièrement vous, Monsieur Molina, Monsieur Doua, je me dis, vous développez des solutions extraordinaires, mais quel enjeu en termes de communication également. Justement, et ça va rejoindre peut-être aussi l'autre partie de la question. Donc, vous l'avez dit, il y a déjà des dispositifs, et moi je suis assez d'accord, en fait on les connaît quelquefois pas assez, mais même quand on les connaît, ils existent et il faut les utiliser. Voilà. Et il y a vraiment beaucoup de dispositifs, beaucoup plus qu'avant en tout cas. L'autre point, c'est plus structurel. C'est vrai que les chercheurs, moi je dis qu'il y avait un 20e siècle et un 21e siècle. Je crois qu'il faut réinventer aussi la recherche en France, il ne faut pas en avoir peur. Mais les premiers à ne pas en avoir peur, c'est aussi les chercheurs. À se réinventer de temps en temps, c'est pas mal. C'est-à-dire comment on finance la recherche, comment on structure la recherche. Peut-être que ce qui était au XXe siècle a besoin d'évoluer. Voilà, je laisse ça en l'air, je m'en fous. Je ne suis pas décideur, donc je n'ai pas de responsabilité là-dessus. Mais je crois que ça rejoint la question du salaire, qui était quand même sous-jacente derrière, et qui est quand même un vrai sujet. Est-ce qu'on a besoin d'être aussi nombreux si on n'est pas dans de bonnes conditions de travail avec des mauvais salaires? Je crois qu'on a besoin d'être moins nombreux, mais les chercheurs eux-mêmes ont un peu d'introspection à faire de ce côté-là. J'en fais partie. Mais pour répondre aussi à votre question, concrètement, vous l'avez dit, mais sur des choses un peu pathologiques, mais juste pour vous donner des choses concrètes, dès que les innovations sur la commotion cérébrale des sportifs, y compris les enfants, sortent techniquement, parce qu'elle est en cours de sortir, la métropole, la région Occitanie ont prévu d'équiper les stades des clubs de la région en particulier pour que les enfants en bénéficient. Donc on voit qu'il y a un bénéfice. On va tous essayer d'y contribuer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses encore à améliorer. Mais il y a des outils. Et je crois que pour être venu de l'étranger, parti à l'étranger, revenu, etc., je crois que c'est pas mal d'aller un peu à l'étranger pour voir, en particulier pendant la crise, qu'on n'était pas si mal ici, avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui est discutable. Je veux dire, moi, j'en fais partie, mais on n'était pas si mal. Et je peux vous assurer, j'en parlais encore hier dans le train avec quelqu'un qui était au Vietnam et une autre personne qui était en Afrique et une autre aux États-Unis. C'était assez intéressant de voir le différentiel. Et donc, on a plein de choses qui ne marchent pas trop, mais on a surtout beaucoup de choses qui ne marchent pas si mal. Et on devrait être les premiers vecteurs de ce qui marche bien quand même et s'appuyer dessus pour faire mieux sur ce qui ne marche pas. Enfin, moi, c'est ma personnalité. Mais bon. Très bien. C'est une belle conclusion, Guillaume, on est d'accord. Merci beaucoup. Et écoutez, on vous applaudit, on vous remercie beaucoup. Merci pour beaucoup. Ces informations passionnantes. Je suis désolée, on a des contraintes de temps. J'avais une dernière question là, pour savoir si Dupont allait finir le match demain. Je ne commenterai pas parce que je ne commente pas des décisions médicales qui peuvent être discutées. Mais... Voilà, mais on regardera bien sûr tous le match. Merci à vous tous beaucoup. Également qui êtes en ligne, très nombreux. Et merci encore. On se retrouve dans quelques minutes pour aborder un autre sujet, là aussi extrêmement important. Quel modèle économique pour la filière santé? Et nous aurons donc le grand plaisir de recevoir Sophie Boissard, qui est directrice générale de Clariane. Merci beaucoup, à tout de suite.